Charles Consigny catastrophique sur les vendanges. Alors il nous a fait un gros discours de bourgeois en nous expliquant quand même ça fait chier parce que les gens veulent plus aller vendanger alors qu'avant les gens ils y allaient et aujourd'hui ils sont devenus un peu flemmards. On va voir ça. Ça va nous permettre de reparler du rapport au travail de la bourgeoisie et notamment des vendanges. On en avait parlé dans une capsule, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, sur l'exploitation de migrants sans papier, enfin l'exploitation, même la traite d'êtres humains, on va dire, dans les vignobles de Champagne pour fabriquer le champagne Moët et Chandon qui appartient à LVMH et donc à Bernard Arnault. Et là, on va parler un petit peu de la vie de Consigny qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on ne trouve plus de gens pour les vendanges. Alors encore une fois, on va voir que ce « on » est très situé. On va voir ça aujourd'hui avec Chris. Chris, comment ça va ? Ben ça va, ça a l'air mieux que ce pauvre Charles Consigny, qui a omis de rappeler sa particule, je crois, mais elle n'est pas très loin, déplore qu'on ne trouve plus de gens pour cultiver les terres. Moi j'aime bien en plus, tu sais, on parle d'exploitation, il y a des fois l'exploitation n'est pas visible, mais vraiment dans l'agriculture, tu vois, on est presque dans le servage, quoi. Tu vois, c'est qu'on est au-delà même de la bourgeoisie, là, on est presque dans les seigneurs. Et là, t'as un gars avec un prénom presque aristocratique et qui dit « Mes gens ne veulent plus ramasser la terre, quoi ». On est vraiment en 1789, quoi. Et c'est amusant parce qu'on répète ça à l'envi en haut, on ne peut plus. Bah, on voit bien que là, il a du mal à vivre comme avant. Il se dit « Mais comment ça se fait ? Les gens ne veulent plus se faire exploiter ». Donc on va voir ça, mais ça a l'air succulent. Bon, c'est sur les grandes gueules, hein, comme d'habitude. Les grandes gueules, c'est Radio Petite Bourgeoisie. Ah et ouais. donc, on va écouter tout ça. Je pense quand même que, si tu veux, à une époque où tous les jeunes deviennent naturopathes sur Instagram, Aller ramasser du raisin, c'est dur. Et décorateurs virtuels depuis le canapé de leurs parents. Là, ça commence trop bien. Je sais pas qui devient. En plus de ça, ce qui est précis, c'est que sincèrement, je pense que chez les gens qui deviennent naturopathes sur Instagram, t'as beaucoup de bourgeois, tu sais, qui fuient le travail, qui ne trouvent plus de sens dans le travail bourgeois ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas du tout les gens qui allaient faire les vendanges, tu vois. Non. C'est pas machin ouvrier agricole devient naturopathe sur Instagram. C'est pas la même classe sociale, frérot. Ça n'a aucun sens ton truc, quoi. Non, il faudra s'interroger, et même là-dessus, on peut le faire, hein, quand on a parlé sur les streamers, le niveau de, j'ai parlé un peu avec des termes bourdieu aussi, hein, mais tu vois, de capital culturel, langagier, scolaire qu'il faut pour pouvoir donner son avis sur tous les sujets sur Internet. Là, je parle des streamers. Pareil pour la naturopathie, pour pouvoir avoir lu des livres là-dessus, etc. Pour avoir de... Ouais, c'est pas les qualités que tu as eues quand tu as fait 30 ans de vendange en pétant. Ça n'a aucun sens. T'as aucun ouvrier agricole qui devient décorateur sur Instagram. Enfin, ça n'a aucun putain de sens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle des jeunes qui veulent pas faire les vendanges. Charles, je sais pas si tu as des enfants, mais ça m'étonnerait que tes enfants, tu les aies élevés en disant... Plus tard, soyez vendangeurs. Ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'aussi, il a vécu d'un système où on a des rapports au travail où on surconcentre le travail violent, dur, sur un certain nombre de personnes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui sont exclues du monde scolaire, donc les personnes les plus faibles. Les personnes les plus faibles font les travaux les plus durs. C'est ça l'indignité de notre société. Et on fabrique des faibles, et l'école est l'institution qui fabrique des faibles, pour que ces gens-là fassent les travaux les plus durs d'ouvriers, etc. Et quand ils sont pas encore assez faibles... Quand tu dis faible, c'est dans la hiérarchie sociale, hein, ça veut pas dire... Parce que les gens vont prendre ça comme un jugement de dignité. Ah non, c'est pas de faible. D'ailleurs, même d'un autre point de vue, du point de vue de l'exploitation, ils sont une grosse force de travail. Je veux dire, faible, ça veut dire qu'on va les exclure du monde scolaire, exclure du monde des diplômes, on va les rabaisser. Et tout ça, cette normalisation du fait tu n'as pas de diplôme, t'as pas travaillé à l'école, machin, etc. Accepte ton sort d'avoir un métier qui va être dur, qui va être violent, parce que tu dois accepter que tu n'as pas rempli les conditions. Et ben, tu vois, même quand on n'en trouve plus, parce que justement, les gens ont bien vu que c'était dur, et les gens qui viennent de ça, le monde ouvrier, moi je vois, mes parents, qui n'avaient pas justement de diplôme, etc., qui ont été ouvriers toute leur vie, ils faisaient en sorte que nous, 4 enfants, à la maison, on ait des diplômes et qu'on soit pas à l'usine. Voilà. Et c'était pas... moi, j'étais ouvrier, fais pareil, quoi. Et là, tu vois, même quand, justement, tout le monde fait en sorte de ne pas vouloir ça pour ses enfants, personne ne veut que ses enfants soient vendangeurs. Les premiers, c'est Charles Consigny. Ça m'étonnerait qu'il lui apprenne du Chopin ou qu'il lui fasse faire des cours de dessin pour pouvoir finir vendangeur, voilà. Et ben, quand même, il y en a pas assez, ben là, on tombe dans encore plus l'indignité, la racialisation et d'aller chercher des travailleurs immigrés. Enfin, voilà. C'est ça, notre société. Et donc, ce que ne comprend pas Charles Consigny, c'est qu'il défend une société, la société de classe néolibérale moderne
qui fait en sorte que le travail soit de plus en plus indigne, exploité violemment, et après ils s'étonnent que plus personne ne veuille l'exercer, quoi. Ben non, Charles, plus personne ne va vouloir l'exercer. Et justement, c'est parce qu'ils ne veulent plus que la société va changer. Forcément, il y a moins de monde pour faire les vendanges. Mais ça, c'est une société que la gauche nous a créée. Si tu veux, quand tu payes... En gros, c'est la faute de la gauche. Non, mais déjà, c'est incroyable parce que il y a deux choses. Déjà, ce qui est hyper chiant pour faire les vendanges, c'est que c'est du travail qui n'est pas à l'année. Et donc, ça te demande, si tu as un CDI, de manière générale, tu peux pas faire les vendanges, tu vois. Ah bah, bien sûr. Moi, quand je vais faire les vendanges aussi, c'est parce que j'aime le vin et tout, je m'intéresse au truc, que je vais voir des producteurs et tout, et j'y vais une journée ou un truc comme ça, tu vois, avec un week-end où je me débrouille pour faire 3-4 jours et tout, je peux pas faire 2 semaines, tu vois. Donc c'est ultra chiant parce que tu es obligé de t'organiser, même si tu voulais aller le faire. Tu vois, et il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent aller le faire. Moi, c'est parce que moi, c'est mon passe-temps de bourgeois d'aller me casser le dos pendant 3-4 jours. Mais je sais que je suis pas condamné à ça. Et c'est aussi ça qui fait que j'ai envie d'y aller, si tu veux. Mais quand tu as la nécessité de le faire, même si tu as la nécessité de le faire et que tu voudrais gagner de l'argent, en général, tu peux pas le faire parce que tu as un travail qui est à l'année. Donc, tu n'as que les gens qui sont dans des situations les plus dominés, c'est-à-dire les gens qui sont en intérim, les gens qui sont saisonniers et tout, qui peuvent aller faire les vendanges déjà. Donc mettre ça sur de la volonté individuelle, je veux dire, ça n'a aucun sens. Deuxièmement, j'aimerais bien savoir combien de fois est-ce que Charles Consigny allait faire les vendanges dans sa vie. Est-ce que ce type a déjà coupé du raisin, s'est cassé le dos et tout? Est-ce qu'il... Enfin, je sais pas. Enfin, je pense qu'il a un rapport très abstrait aux vendanges, tu vois. Même, il y a des régions où c'est plus dur que d'autres, il y a des régions où les vignes sont plus basses que d'autres et tout. Est-ce qu'il a la conscience de ça, tu vois? Je pense qu'il a reçu, pour ses 40 ans, une Wonderbox de Sterrin. Tu sais, genre 1 heure dans les vignes de la Romanée Conti, tu vois. Donc, il a dû mettre des petits gants. Il a dû mettre des petits gants et il dit, moi, je connais le raisin. 1 heure de vendange et après, on a dégusté le vin, tu vois. Je pense qu'il a ce rapport-là, moi, pas plus. Bah, c'est exactement ça. T'as 3 niveaux. T'as le niveau de... T'es obligé de faire les vendanges parce que t'es... un migrant sans papier, qu'on a retenu tes papiers et tout pour t'y envoyer. Enfin, t'as même 4 niveaux, t'as ça. T'as le niveau au-dessus où t'es blanc, t'as des papiers, mais tu vas faire les vendanges parce que t'es dans la sauce et tout et que t'as besoin d'argent. Prolétaire, quoi, ouais, c'est ça. T'as mon niveau où tu t'intéresses au vin et tout, et t'as envie d'aller faire les vendanges dans un endroit que tu connais, et tu réinvestis l'argent que t'as gagné dans du vin, ça te permet de payer un peu ton vin, voilà. Et t'as le niveau de ce gars-là où tu parles des vendanges sans jamais les avoir fait, et en disant ouais, c'est quand même trop bien, c'est la tradition française et tout. Et là, tu vois que c'est un rapport totalement idéal au truc, tu vois. Enfin, c'est vraiment la bourgeoisie, tu vois. Quand tu payes pas ton dentiste, tes médicaments pour la dépression que tu t'es inventé ou créé à force de rien foutre. Oh là 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 là. Ah ouais, il en a plus. T'es inventé ta dépression. Ok, Thibaut InShape, quoi. Thibaut InShape, c'est Lénine par rapport à ce gars-là, je pense. Non, mais c'est fou. Le type, je pense pas qu'il soit exploitant vigneron en plus. Comment il s'appelle, Consigny. T'imagines le niveau de somme? Attends. Il y a plus de chances qu'il soit exploitant vigneron qu'il ait fait des vendanges. Hein. Ah, bah ça, c'est sûr. Mais là, quelqu'un qui dit ouais, je fabrique de l'huile d'olive. Frérot, t'es avocat à Paris, comment ça, tu fabriques de l'huile d'olive? Oui, j'ai une propriété, machin. Tu fabriques pas de l'huile d'olive, frérot. T'as une propriété avec des mecs qui font de l'huile d'olive, tu vois, ça n'a rien à voir. J'espère qu'il a des vignes en tant que bourgeois à exploiter là qui sont en train de pourrir parce qu'elles seront pas ramassées. Et d'ailleurs, je vais être clair, hein, le bourgeois ne laissera jamais pourrir ses vignes. Il trouvera toutes les substitutions pour qu'elles soient récoltées parce que ce serait pire qu'elles ne soient pas récoltées. Il trouvera des cousins, des amis. Ils iront le faire eux-mêmes parce que ce serait pire qu'elles ne soient pas récoltées plutôt qu'elles soient récoltées par eux. Tu vois. Mais vous inquiétez pas, entre les deux, ils trouveront des migrants, ils mettront la pression à des gens ou ils trouveront des lois gouvernementales pour obliger les gens à aller faire la cueillette. Alors, nous, on est plutôt partisans de ça avec Padu et Zoé, de faire des lois qui obligent les gens à aller faire les récoltes. Mais ça ne va pas s'appliquer aux personnes habituelles. Ça risque d'être un petit peu plus Charles qui va devoir y aller. Et puis ses copains des grandes gueules, tu vois. C'est un peu stalinien ton truc. Hein. Alors, c'est plus maoïste, révolution culturelle, mais j'assume. Voilà. Que tu payes pas non plus ton université à laquelle t'es absent, que t'as des allocations pour ton logement. En plus, les gens qui sont absents à l'université, encore une fois, ben, c'est souvent des gens qui soit ont un travail à côté, soit ont des études où le truc est hyper mal foutu. Je sais que pendant le Covid, il y avait pas mal de visio, il y a pas mal de gens qui ont lâché et tout. Est-ce que c'est leur faute? Ou est-ce que ça a été mal organisé? Est-ce que c'est pas forcément fait pour que tout le monde puisse suivre ces choses-là? Enfin, il fait comme si tu avais des gens qui choisissaient sciemment, comme ça, dans la société, de faire des études mais de pas arriver à valider son année, tu vois. Enfin, personne ne fait ça, tu vois. Personne ne fait des études pour ne pas valider son année, à part 3 mecs de l'UNEF parce qu'ils veulent pouvoir continuer à être, à être élus à l'UNEF, tu vois.
Tout à Je ne vise fait. personne. Non, on n'en connaît pas. On n'a jamais vu des étudiants qui étaient en L2 depuis 8 ans. Ça n'existe pas. Mais non, mais en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il parle, tu sais, vraiment comme le grand seigneur. Tu sais, genre, mais c'est quoi là? Les serfs, ils ont trop à manger? Donc ils prennent même plus le soin de récolter pour que je puisse vendre l'excédent. Vraiment, mais là, on est revenu au féodalisme. Hein. Et que tu as des réductions pour tes transports, etc., etc. Moi, je connais plein de gens, jeunes, moins jeunes, qui sont chez eux à tourner en rond et qui, je te dis, sont littéralement décorateurs sur Instagram. Parce que t'es un bourgeois. Oui, tu connais plein de gens qui foutent rien chez eux à être sur Instagram, tu vois. Enfin, genre... Je dis ça, il n'y a pas que des bourgeois, t'as aussi des gens qui sont un peu exclus du monde du travail et tout, tu vois, mais genre, le mec, il est à Paris, il te dit, je connais plein de gens, ils sont naturopathes sur Instagram et tout, c'est eux qui ne font pas les vendanges, frérot, c'est pas la même classe sociale, ça se voit à 10 000 mètres. En plus, t'as envie de dire, tout le monde ne peut pas être naturopathe sur Instagram. S'il y avait tant de gens naturopathes, ça ne marcherait pas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est vraiment... C'est délirant, ouais. Vraiment, l'abstraction de la bourgeoisie pour la circulation de la marchandise. Ce qu'explique Marx, ils ne comprennent rien. C'est le type, il considère que demain, un monde pourrait tenir s'il y avait 800 000 jeunes naturopathes sur Instagram. Et il pourrait quand même avoir de l'argent. Mais n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est tout son fond dégueulasse, là. C'est des fausses dépressions, c'est les allocs. Ils disent ce qu'on dit depuis longtemps. Ces gens-là considèrent que la survie, parce que quand vous avez le RSA, des allocations chômage, etc., la survie est encore trop luxueux pour eux. Et c'est ce qu'ils viennent te dire. Il dit, bah ouais, regardez, ça, cette survie-là, le RSA, les allocations chômage, la sécurité sociale, c'est encore trop du luxe pour que des mecs aient envie de se casser le dos dans les vendanges. C'est ça que nous dit Charles Consigny. Voilà, il faut bien comprendre. À la fin, leur monde ne fonctionne plus parce que ils pressent tellement les salaires qu'effectivement, la redistribution sociale est devenue, comment dire, concurrentielle avec leur niveau d'exploitation. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est que c'est un marché fermé. Donc, si demain, ils arrêtent les allocations, bah, en fait, peut-être que d'autres gens vont vouloir aller travailler, mais les marchandises produites ne trouveront pas de débouchés. Parce que si vous réduisez la captation possible d'achat des masses en compressant leur salaire et leur truc, bah, à la fin, ils ne peuvent pas acheter. Donc, ils ne comprennent rien, ils créent des crises, et après, leur seul rapport, c'est la violence, la violence, la violence, la violence de l'exploitation, la violence de la répression, et la violence, demain, de fabriquer des gens handicapés, malades, morts prématurément, par la violence au travail. C'est ce que nous explique Charles Consigny. Tu sais, il y a une définition qui est en plus, je pense, fausse, mais qui est intéressante, et on peut en parler chez Kluskar. Il dit la bourgeoisie, c'est des gens qui consomment plus qu'ils ne produisent, et les prolétaires, c'est des gens qui produisent plus qu'ils ne consomment. C'est vrai en général, mais c'est pas tout le temps vrai en réalité, parce qu'il y a des bourgeois qui peuvent tout capitaliser, pas forcément consommer, enfin voilà. Mais là, c'est intéressant parce que quand tu connais un peu le vin, quel vin a des vendanges manuelles? Bah, c'est les vins les plus haut de gamme. Exactement. Il y a plein de vins qui ne sont pas en vendange manuelle où, vous savez, il y a des espèces de tracteurs qui passent, qui secouent les vignes, en fait, qui font tomber les grains. Et c'est pour ça que si vous passez dans des vignobles, par exemple dans le Cognacé, vous allez voir des vignes, vous allez vous dire, putain, les grappes sont encore là. En fait, vous avez la grappe, mais vous n'avez plus les raisins sur la grappe. Parce que les vignes ont été secouées comme ça mécaniquement, ils ont récupéré les raisins, et puis après, ils font un vin un peu de merde pour faire du cognac, parce que le cognac est fait à base d'un vin pas forcément très bon, mais c'est normal, c'est pas fait pour être consommé, quoi. C'est fait pour être brûlé après, ouais. Bref. Et donc là, vous avez un type qui vient de dire, ouais, il n'y a plus de gens pour ramasser à la main les grandes appellations de Champagne, de Bourgogne, de la Loire, de Bordeaux, que lui consomme, alors que les mecs qui les ramassent à la main consomment des vins de merde qui sont secoués en machine et qui coûtent 3 balles au Lidl, tu vois. Et là, t'as vraiment aussi un truc qui est la séparation de classe dans la société, tu vois. C'est pas normal, tu vois, comme truc. C'est pas normal que le gars qui fasse les vendanges ne puisse pas consommer le vin qu'il va avoir fait en vendange et que lui puisse consommer le vin sans jamais avoir fait les vendanges, tu vois. C'est vraiment honteux, quoi. Alors, c'est intéressant parce que là, quand Kluskar parlait de ça, il en a parlé... Alors, soit il est précurseur, soit il est retardataire là-dessus. Parce qu'il en parle au moment des années 70 où, finalement, c'était le moment où le prolétariat avait le plus accès à ce qu'il produisait. C'est le moment de... Oui. Il en parle, Kluskar, justement, des biens d'équipement, la télé, la voiture, tu vois. Mais historiquement, le capitalisme fonctionne bien plus longtemps sur toutes ces phases avec une classe qui s'accapare la production et une sous-classe qui produit sans rien avoir. C'est littéralement le siècle de misère dans lequel Marx a écrit.
dans lequel même la bourgeoisie progressiste tu vois, Victor Hugo, Zola, a écrit, voilà, même des gens comme Zola qui sont pour moi des conservateurs réactionnaires, il suffit de lire Zola sur ce qu'il disait sur les communards, hein. Mais même eux avaient justement cette vision de la misère que provoquait ça. Et là, on est en train de revenir à cet ultralibéralisme. Ça a été déporté dans les années après la Seconde Guerre dans les périphéries. Et effectivement, il y a eu une division internationale du travail où l'Occident consommait pendant le néolibéralisme que des gens dans la misère en Chine, en Asie, etc., en Afrique produisaient. Là, ça se rééquilibre. Ce déséquilibre de l'exploitation du Nord sur le Sud est en train de se rééquilibrer. On voit la puissance de la Chine, on voit la puissance des pays du Sud qui monte. Il reste encore une classe, ultra possédante dans les pays occidentaux. Et elle va faire en sorte maintenant de reprolétariser en masse le prolétariat entre les deux, c'est-à-dire entre la périphérie et la grande bourgeoisie occidentale tenante de tous les capitaux mondiaux. Elle va le reprolétariser en supprimant ses acquis sociaux, en supprimant le droit du travail, en supprimant l'élévation du niveau scolaire, etc. Et tout ça est fait pour ça. On est en train de revenir à la bourgeoisie du 19e, à l'ultralibéralisme archaïque, c'est-à-dire une bourgeoisie ultra luxueuse, mais limitée, assise sur des montagnes de morts et de prolétaires qui n'en peuvent plus. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que regardez l'industrie du luxe. Et en France, on est le parangon de ça. On devrait se poser la question. Ce que tu viens de dire sur le vin, mais c'est pareil sur le tissu, la fabrication de yachts, machin. L'intelligence, la masse de travail, de force collective qui est engagée pour simplement une ultra-bourgeoisie totalement parasitaire. Un yacht ne sert à rien. Une Lamborghini ne sert à rien. C'est simplement un moyen de dépenser de l'argent qu'on a en excédent. À la rigueur, une Lamborghini, une seule, ça va, mais des gens en ont 3. Et bien tout ça, on revient à l'ultralibéralisme, comme tu l'as dit, c'est-à-dire la masse de connaissances, de capacités, d'intelligence collective distribuée dans toute la population, concentrée pour simplement servir de débouché à l'argent inutile accumulé d'une bourgeoisie parasitaire. Le monde du luxe, c'est vraiment l'essence même du capitalisme. Un très grand auteur là-dessus, Werner Sombart, qui a montré justement comment le luxe a été le moyen pour la bourgeoisie, en vendant du luxe à l'aristocratie qui avait des moyens illimités, comment le luxe a été un moyen justement pour que la bourgeoisie se constitue et se solidifie dans l'industrie. Donc lisez Sombart, voilà, sur le luxe, c'est fondamental. Et là, on y revient. Moi, j'ai aussi envie de revenir sur le fait qu'il parle des jeunes. Il y a quand même j'ai envie de dire un jeunisme presque, enfin un truc, pourquoi est-ce que les jeunes devraient aller se casser le dos là-bas, pourquoi est-ce que lui, j'ai l'impression que ça lui permet juste de s'extraire de ce truc, tu sais, de dire ah bah non mais moi je suis trop vieux frérot, t'as largement l'âge d'aller ramasser des trucs, hein. Enfin moi au Vendance j'ai vu un gars de 75 ans, tu sais les gens qui sont pauvres à n'importe quel âge, quand il y a moyen de se faire un billet en faisant une tâche ingrate, bah malheureusement ils doivent le faire, tu vois, et toi tu te dis ah bah non c'est les jeunes, ils veulent plus le faire, frérot, t'as 2 bras 2 jambes, on peut t'envoyer ramasser du raisin, enfin y a aucun souci, hein. Notre programme avec docteur Mao Zedong, hein. C'est le même programme. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est fou quand même que le gars s'extrait de la tâche en disant ouais c'est les jeunes. Mais ce qui est très marrant, c'est que les bourgeois, on va être basement matérialiste là, vraiment. Les bourgeois, on les met une semaine dans les conditions de travail des prolétaires. T'inquiète pas qu'ils votent les 32 heures, voire les 28 dès le lendemain. C'est justement parce qu'ils n'y participent pas qu'ils peuvent se permettre de dire oh, c'est pas si dur quand même. Quand, tu vois, si tu leur mets ça pendant une semaine ou un mois, ils vont trouver des lois tout de suite pour dire oh là là, quand même 8 heures par jour. Moi, j'ai vu plein de gens comme ça, des fils de bourges en intérim, etc., qui venaient parce que leur papa, il leur avait trouvé une place. Et là, au bout du mardi, il dit putain, c'est fatigant, hein. Ouais. Et Violaine, elle est là depuis 20 ans, tu vois. Donc, Arthur, tu fermes ta gueule, tu vois. Parce que toi, on sait que là, t'es là pour juillet-août, t'es en train de chouiner, mais toi, tu retournes à Sciences Po à la rentrée. Donc, tu arrêtes de te plaindre. Et le pire là-dedans, c'est que moi, j'ai vu ça à l'hôpital. Alors, en fait, quand tu fais médecine, entre la première et la deuxième année, tu fais un stage d'aide-soignant. Je crois que c'est 15 jours où tu fais faisant fonction d'aide-soignant et 15 jours où tu fais faisant fonction d'infirmier. Okay. Et donc, tu as des meufs, en général, c'est des meufs aides-soignantes qui sont là depuis 30 ans, avec un boulot qui est dur et tout. Et moi, je les ai vus, mais pas qu'avec moi, avec d'autres camarades, tu vois, être
en mode non mais t'as pas à faire ce que nous on fait, tu vois. Non mais il y a vraiment un truc sacrificiel où en même temps c'est là souvent l'âge de ta mère la personne et elle te dit non mais toi tu vas être médecin et tout, faut pas que tu changes les couches des vieux, tu vois. Ça c'est mon job à moi, mais toi vas-y t'es pas obligé et tout, et t'es là bah non mais je suis là que 15 jours, ça fait 25 ans que tu fais ça, Géraldine, tu vois, y a aucune raison que je le fasse pas, tu vois. Et ça c'est incroyable, et c'est vraiment la dignité aussi du prolétariat, hein. Je trouve ça fou comme truc, tu vois. Jamais un type, s'il avait l'occasion de partager un travail dur, un type comme Consigny ferait ça avec les autres, tu vois. Il redonnerait son travail dur à tout le monde, tu vois. Et là, t'as des meufs qui ont un travail super dur, elles savent qu'en plus, toi, tu vas avoir un travail qui est plus simple qu'elle et qui est mieux rémunéré, tu vois. Et en plus de ça, elle essaie de te l'éviter, tu vois. Il y a pas un film qui s'appelle comme ça, La classe ouvrière va au paradis ou un truc comme ça. C'est ça. Et c'est vraiment ça, tu vois. Mais sa dignité et sa discipline qui sont utilisées justement par la bourgeoisie, qui est elle beaucoup plus cynique par rapport à ça, comme tu viens de l'exprimer. Moi, j'aime pas du tout les gens qui vont dire « Ah, mais ils ont intégré la domination ». Non, ils savent mieux que vous tous comment la société tient par la production collective. Et je vous le dis, quand ils vont se rendre compte en masse que les élites se foutent de leur gueule, se font passer pour des diplômés alors qu'ils ne savent rien faire et qu'ils mettent la société à la rue, je vous le dis, la dignité, elle va s'exprimer autrement. Et ça, la bourgeoisie, elle s'en rend jamais compte, et pas simplement que la bourgeoisie, elle s'en rend jamais compte, elle va jusqu'au bout, elle presse le citron jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça lui pète à la gueule, quoi. Et ce paradoxe, il est très important. Pourquoi ? Parce qu'il faut jamais voir le prolétariat, quand il accepte ses conditions, comme une simple servitude volontaire. Il y a une dialectique dans tout ça. Il sait aussi que le monde tient grâce à lui. Et c'est cette dialectique entre ce savoir-là, cette conscience-là, et effectivement une non-conscience que en haut, on est cynique, on ne peut plus, on les emmène droit dans le mur, qui fait la société tenir. Mais comme l'a rappelé Lénine, quand ils vont se rendre compte, et là ils commencent à se rendre compte en masse qu'en fait, en face, on n'a que des incapables arrogants comme Monsieur Consigny, vous allez voir, cette volonté de se bouger, elle va toujours être là, mais elle va se bouger différemment. C'est ce que nous, on espère, une société révolutionnaire. Mais ils comprennent pas pourquoi ils se font un peu chier dans leur vie et pourquoi ils sont toujours un peu à la lisière de la dépression. Mais ça, c'est la société française qu'on a. La croyance des bourgeois, dans le fait que c'est parce que les gens travaillent pas assez qu'ils sont en dépression, alors que précisément en France, c'est parce que les gens en général sont en burn-out qu'ils sont en dépression, tu vois. Et moi en plus, je suis le premier à penser que le travail dans une société où il serait partagé, collectif, pas aliéné, est un facteur de sociabilité et tout, ça, il n'y a pas de souci. Même les tâches compliquées, tu sais, et que t'es 5 kilos de haricots, c'est relou, tu vois, tout seul. Mais quand tu le fais en collectif et tout, et que tu maîtrises le truc et que tu sais que tu vas manger les haricots après, c'est sympa, tu vois. Et c'est pareil avec le travail. Ce qui est chiant, c'est que dans notre société, les travails les plus chiants sont faits par la même personne, pour un salaire de merde, il a aucune direction dessus et tout ça. Si on avait tous un tour de poubelle par mois ou je sais pas trop quoi, il y aurait pas forcément de soucis, tu vois, et ça pourrait même être un truc chiant qu'il faut faire et qu'on fait à plusieurs, tu vois. Donc le travail en soi, ça veut pas dire grand-chose, mais par contre, louer le travail dans notre société comme un facteur protecteur de dépression, c'est complètement con, hein. Enfin, c'est factuellement faux, hein. J'ai vu tellement de gens détruits par le travail, moi, ça a aucun sens, hein. Non, bien sûr, et même des gens qui vont pas faire de dépression, il suffit de regarder l'espérance de vie des gens qui ont eu les travaux les plus durs. Même la dépression, ce serait mieux, parce que normalement, c'est la mort, hein. Donc, c'est obscène. Parce qu'il reste quand même des gens qui se lèvent le matin, il me semble pas que les rayons soient vides, que les épiceries fines que fréquente Charles Consigny soient vides, tu vois. Alors, les rayons sont de plus en plus vides quand même. Je sais pas si t'as remarqué. Ah, ça, c'est mon sujet. Non, mais le capitalisme est en crise, il y a souvent des produits qui manquent, et ça me fait marrer parce qu'ils nous ont souvent dit oui, regardez, à Cuba et tout. Alors, à Cuba, oui, il y a un embargo autour et tout, ou l'URSS, ou je sais pas trop quoi. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du sacro-saint marché, eh ben, il y a des fois où tu vas dans un supermarché et t'as plus d'huile d'olive, tu sais pas trop pourquoi, ou il y a plus de moutarde, il y a plus de je sais pas quoi et tout. Et quand même, les rayons, alors c'est pas la faute du prolétariat qui bosse pas, c'est la faute de la désorganisation du marché par le capitalisme. Ah bah je connais bien le sujet, effectivement. Je sais que tu connais bien le sujet. Effectivement, le capitalisme en crise, en fait, essaye de trouver des leviers de valeur un peu partout. Et donc, il réduit les stocks, jusqu'à la pénurie. Parce qu'il ne peut plus se permettre d'avoir de la marchandise qui dort dans les stocks ou dans les options d'achat. Et donc, il lève des stocks, n'anticipe plus des achats pour fabriquer, etc., jusqu'à la pénurie dans la chaîne de valeur. Typiquement, ce que tu vois là, c'est significatif, ça va s'accélérer. Il y aura de plus en plus de pénuries dues au capitalisme, parce que le capitalisme est un mode chaotique. Quand tout va bien et que les bourgeois s'engraissent facilement, ils gaspillent. Et quand tout va mal, il est pénurique. Il n'est jamais, par définition, ce que nous on cherche dans le communisme,
avec la planification adéquate aux besoins de la population. Ça, c'est capital. Et ce que vient de voir Consigny, sous ses yeux, c'est ça. Il fait tellement n'importe quoi qu'à un moment donné, il pressurise, il violente tellement une marchandise travail dans les vendanges que plus personne ne veut le faire. C'est de la faute de ton mode de production, Charles. Ce n'est pas de la faute des gens qui ne veulent pas se bouger. Les gens qui ne veulent pas se bouger sont des gens dignes qui ne veulent pas s'auto-tuer au travail pour te faire plaisir et pour que tu puisses aller acheter une bouteille de Gevrey-Chambertin. Pourquoi ils sont toujours un peu à la lisière de la dépression. Mais ça, c'est la société française qu'on a créée. Consommation de quoi ? Consommation de cannabis pour essayer de s'aérer la cervelle. Exactement. Et ce qui arrange. Alors, je suis désolé, encore une fois, on va dire que je fais du Stéphane Edouard, du physique et tout, mais il y a quand même un espèce de stéréotype de la meuf bourgeoise qui est là à taper sur les doigts des travailleurs et tu sais, qui est tailleur, carré et tout. C'est vraiment le. Entre Consigny et elle, c'est deux archétypes, tu vois. D'ailleurs, ils pourraient être en couple, tu vois. Ça peut être le couple bourgeois cadre qui trouve quand même que en France, on paie trop d'impôts et qu'on ne travaille pas assez et que le mérite n'est pas assez récompensé, quoi. Non, mais quand je dis cadre, c'est cadre dans des très très grandes entreprises. C'est pas juste cadre. Non, mais c'est tu vois qui c'est, elle ? C'est Barbara Lefebvre. Tu vois, je crois que c'est non, elle, je l'avais pas reconnu, non. Oui. C'est vraiment, mais. Non, c'est vraiment les deux bourges, quoi. Ah, en plus, elle, c'est pas vraiment une bourge, c'est une prof. Elle a été auditionnée, moi je l'avais vue, à la commission Stasi. C'est pour l'interdiction, tu sais, des signes religieux du vote en 2004, tu vois. Elle a été à l'ICRA avec Alain Jakubowicz. Enfin voilà, c'est vraiment l'archétype de la prof réac, islamophobe, anti-prolétaire. Enfin voilà, vraiment cette cristallisation de toute la petite bourgeoisie culturelle réac que la société méritocratique capitaliste française en crise est capable de produire, quoi. On revient sur le trafic. C'est malheureusement la société exactement. Créée par le gauchisme à la française. En plus, tu comprends pas à quel moment la gauche a gouverné pour faire en sorte que les jeunes aillent plus faire les vendanges et consomment du cannabis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois, enfin, depuis 40 ans, c'est la droite ou le PS néolibéral qui gouverne, tu vois. Donc aller dire que c'est la gauche qui a fait ça n'a aucun sens, quoi. C'est marrant parce qu'ils ont un petit discours un peu, tu sais, avec le cannabis prohibitionniste un peu là. Tu sais, on dirait vraiment les bourgeois et dames patronesses anti-alcool au début du XXe siècle aux États-Unis. Tu sais, qui disaient non mais les ouvriers quand même, c'est des alcooliques. Regardez, sont dépravés. Voilà, regardez ce qu'ils font. Et qui justement avaient des problèmes au travail à cause de l'alcoolisme des ouvriers, tu vois. Et n'arrivaient pas à comprendre que si tu te torches la gueule au whisky, c'est parce que tu subissais des conditions de travail d'une violence sans nom dans le prolétariat au début du siècle aux États-Unis, quoi. Prolétariat en plus très immigré, de fraîcheur, enfin, tu vois. Et les types, ils ont interdit l'alcool alors que c'est les conditions de travail qui faisaient qu'il y avait une consommation d'alcool monstrueuse, quoi. Donc il y a vraiment ce discours-là. Et une espèce de société anti-travail extrêmement assistée au nom de la justice sociale, etc. Et c'est extrêmement assisté. C'est fou quand même que la bourgeoisie fasse croire que les prolos sont anti-travail alors que les prolos travaillent beaucoup plus que... Mais en vrai, ça c'est fondamental. On l'a déjà dit dans plein de capsules, il faudra le redire. L'idéologie du travail est clé dans les sociétés capitalistes parce qu'elle est clé dans l'histoire de la bourgeoisie. La bourgeoisie considère que le travail rend libre, jusqu'au pire, tu vois, parce qu'elle s'est libérée de l'ordre ancien féodal par son propre travail. Mais c'est un rapport individuel au travail. C'est un rapport de libération individuelle. Et toutes les conneries qu'on vous vend de l'émancipation par le travail, trouver votre travail qui vous convient, les conseillères d'orientation, etc., tout ça, c'est des conneries sans nom. Le travail n'est qu'une force collective. Le travail, c'est décider ensemble, partager les tâches. C'est une émancipation collective. On ne se fabrique pas soi quand on fait du travail, on fabrique la société entière. Seule et unique condition pour être un individu. Chaque forme de société décide quelle forme de personnalité et d'individualité on va avoir. Je te lance. Ok, Lucien Sève. Vous pouvez aller voir le petit format qu'on avait fait, enfin le petit format, c'est dur. Là, sur Lucien Sève, ouais. C'est ça. Et l'opposition fondamentale sur le travail, c'est une classe qui dit le travail est la condition d'émancipation de tous contre l'émancipation de certains. Ça, c'est la vision du monde du prolétariat. Et donc, il faut le planifier, l'organiser, le partager. Plus il y a de monde, mieux c'est, parce que moins on fait de choses. Voilà. Et en face,
on a, et c'est ce que vient de nous expliquer Consigny, une vision de l'émancipation de certains contre tous. Certains vont avoir des métiers très bien rémunérés pour que d'autres n'aient que des travaux nazes, violents et qui vont les tuer. Ça, c'est la condition de la bourgeoisie. Et pour expliquer ça, elle a inventé, parce qu'elle ne pouvait plus inventer les privilèges de la hiérarchie, de l'héritage, tu vois, l'héritage des charges, l'héritage des privilèges, elle a inventé la méritocratie. Voilà. Si certains s'émancipent par le travail et si d'autres sont aliénés par le travail, c'est parce que les certains méritent plus. Eh ben non. Le travail est au cœur de la lutte des classes, mais la vision du prolétariat par rapport à la vision de la bourgeoisie est totalement contradictoire. Et l'un doit prendre le pas sur l'autre. D'ailleurs, il y a un truc intéressant, c'est qu'il pose jamais la question de pourquoi en fait les gens ont du mal à trouver des vendangeurs. Là, il y a quelqu'un qui met un truc qui dit c'est surtout qu'avant les vendangeurs étaient nourris, logés au minimum, c'était pas 4 étoiles, mais on s'éclatait bien. Aujourd'hui, la plupart des annonces sont sans logement ni couvert. Aujourd'hui, les salaires sont ultra bas. Donc tu proposes à des mecs de venir dans un endroit qui est loin de chez eux pour un salaire qui est pas très haut, sans les nourrir, sans les loger. Donc soit faut qu'ils dorment en tente alors qu'il y a la canicule et que c'est ultra chiant, soit faut qu'ils trouvent un endroit où crécher, ça leur coûte un peu cher. Et puis même pour la tente, des fois faut louer un camping ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment pas rentable du tout. Demain, tu proposes le salaire médian, tu proposes 2000, c'est quoi, c'est 2100 balles le salaire médian, un truc comme ça. Ça. Tu proposes 2000 balles à des gens avec nourris, logés, je peux te dire que là, les gens, ils vont venir, tu vois. Donc, encore une fois, c'est la question de, à tes conditions, les gens viennent pas. Oui, à tes conditions de merde pour faire un maximum de blé sur des vins qui sont vendus trop cher, les gens viennent pas. Ouais. Par contre, peut-être qu'à des conditions meilleures, les gens viendront. Hein. Ah, c'est ça. Et puis, comme ça, il paiera sa bouteille de Gevrey-Chambertin. Combien, tu penses 70 balles au lieu de 50 balles. Et puis, il nous fera pas chier, Charles Consigny, quoi. Qui paye à la fin, comme on l'a beaucoup dit avant les vacances, mais c'est vrai, c'est Nicolas qui paye. Donc, Nicolas, bon, moi, je pense, crois-moi que... Alors, comment il fait le lien entre le cannabis, Nicolas, en 1 minute 30, t'imagines le nombre de conneries qui sont dites en 1 minute 30, il y a le cannabis, les naturopathes, Nicolas qui paye. Nous, vous nous reprochez en com qu'on soit capable de tenir 2 heures sur un extrait d'1 minute 30. Mais regardez le nombre de conneries qu'il y a en 1 minute 30. T'es d'accord, pas du, c'est pas de notre faute, quoi. C'est incroyable de dire autant de conneries, quoi. Je pense que si on avait un État-providence un tout petit peu moins délirant, on aurait du monde pour faire les vendanges. Oui, c'était signé Consigny. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est pas si on paye mieux, c'est si on les gens serrait le citron un peu plus, si on pressait le citron, les gens, ils seraient obligés de venir et de faire les esclaves. Si les gens, ils mourraient dans la rue parce que on serait pas assez solidaire avec la sécurité sociale, alors ils iraient se faire esclavagiser d'eux-mêmes. Oui, tout à fait. C'est exactement ça, Charles. On a juste résumé un peu le truc. Mais c'est là où, moi je vais finir là-dessus, mais c'est là où vous voyez, on parlait de servitude volontaire tout à l'heure, l'idée même de consentement n'a aucun sens. Le consentement n'a aucun sens parce que c'est toujours des gens avec 10 cartes en main qui arrivent et qui disent à un gars qui a qu'une seule carte à jouer, ah, t'as joué cette carte, c'est que tu le voulais bien. Mais non, c'était mon tour et j'avais qu'une carte. Tu vois, t'as consenti alors que moi j'avais mes 10 cartes et j'ai choisi celle-là, tu vois. Mais c'est ça le consentement. C'est des gens qui donnent qu'une seule carte aux gens et qui disent si tu l'as joué, c'est que tu voulais bien. C'est n'importe quoi, tu vois. Bon, on l'avait vu avec l'histoire tragique du décès de Jean-Paul Manov, sur lequel on a fait une capsule il y a pas longtemps. On le voit dans plein de choses, dans la traite d'êtres humains et tout. Et là où tu vois, avec les vendanges dans la capsule avec le champagne là. Et d'ailleurs, pour finir sur ça, là où tu vois que le jeu de cartes est pas pareil, et déjà moi j'en parlais avec mon expérience des vendanges qui est quand même différente, même si c'est quand même... après peut-être aussi que je fais pas un boulot physique, c'est quand même dur les vendanges, même quand tu le fais par intérêt aussi, et puis aussi pour gagner un peu d'argent pour me payer du vin, tu vois, mais même si tu le fais par intérêt aussi pour le vin, dans des domaines que je choisis, je connais un peu le vigneron parce que j'y suis allé, parce que j'apprécie son vin ou des trucs comme ça reste quelque chose qui est compliqué. Mais quand tu prends le jeu de cartes de quelqu'un comme Charles Consigny, dans son jeu de cartes, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme, regardez, c'est le foualier, le camarade Stéphane, le foualier, qui dit « Vous ne rêvez pas, un vignoble propose de vous faire payer 69 € pour réaliser 3 heures de vendange et vous pouvez même faire travailler vos enfants et vos nourrissons, c'est hors norme. »
Et tu vois, vendangeur d'un jour, vivez la magie des vendanges. Vivez la magie des vendanges. Participez à une expérience authentique et humaine au cœur des vignes champenoises, fin août, début septembre. Pendant 3 heures, devenez vendangeur d'un jour et découvrez les secrets de la récolte dans une ambiance conviviale et intime. Adultes, 69 € par personne. Enfants, 7 à 17 ans, 19 €. Moins de 7 ans, c'est gratuit. Mais t'imagines le niveau de scam et le niveau de Yankee qu'il faut pour aller payer pour faire les vendanges, alors que tu demandes à n'importe quel vigneron si tu peux venir faire les vendanges. Alors il va peut-être te payer mal, mais il va dire bah oui, j'en cherche et tout, et puis il va te filer un billet, tu vois. Genre faut vraiment être le Yankee ultime pour venir faire travailler son gosse de 10 ans dans ce truc-là. Et en même temps, je dis ça, c'est parce que c'est que 3 heures et ça doit être vite fait, couper 3 grappes de raisin, tu vois. Mais c'est vraiment cette expérience-là des vendanges qu'il a dans sa tête, Charles Consigny. C'est pas du tout les expériences qu'on a quand on y est vraiment, qu'on doit faire vite parce que la pluie va arriver, qu'on est dans une sauce, que c'est dur, que c'est un travail collectif, mais très dur, quoi. Mais c'est là où tu vois l'obscénité de ce monde. Quand je disais tout à l'heure qu'on va encore, voilà. À un moment, les bourgeois ont tellement d'argent qui sont exploités par d'autres petits bourgeois propriétaires. C'est-à-dire, les mecs les exploitent, leur retirent 69 balles, parce qu'en fait, ils se disent « Chérie, on a fait Zanzibar la dernière fois avec les gamins. C'est vrai qu'on a fait un peu le tour du monde. Est-ce qu'on leur offrirait pas une expérience un peu différente d'aller partager, retour aux sources, retour à la vraie vie, le monde des paysans et des ouvriers ?» Tu vois, les mecs, ça devient un loisir. Tu vois, les mecs, t'es là, t'es dans un champ, t'as des fils de pute qui ont payé pour faire les vendanges, et à côté t'as des migrants sans papier qui travaillent comme des chiens, pas nourris et tout. Enfin, t'imagines le délire de truc. Il y a des gens qui ne peuvent pas survivre en ayant fait les vendanges. Il y a des gens, ils ont trop d'argent, ils vont donner ça à un petit patron pour pouvoir faire une expérience à leurs enfants et pour pouvoir en parler en soirée avec d'autres collègues. Et Sylvie et Christian, ils vont être dégoûtés des vacances qu'on a fait avec Ombeline et Jean-Eudes. Eux, ils sont partis bêtement à Lacano. Nous, tu vois, mais c'est vraiment ça, la surconsommation. Mais l'indécence, c'est comme si t'avais tes gamins faire ramasser des diamants dans une mine pendant 2 heures, tu vois, en ayant payé, tu vois. Enfin. C'est les zoos humains. C'est les zoos humains. Tu vois ce que je veux dire? On est là. Demain, ça va être ça. On va descendre à ce niveau-là. Il y a des gens, par exemple, des bourgeois qui payaient pour aller dans les quartiers malfamés au 19e. C'est pour pouvoir un peu avoir des frayeurs. Il suffit de regarder les Enfants du Paradis de Marcel Carné, etc. Il y a les zoos humains. On a mis des gens en cage pour pouvoir offrir des distractions. Là, c'est la même chose. Mais ça, c'est l'ultralibéralisme. Yes. Bon, on va rester là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne pas du PADU, à la chaîne de Zoé, Dr-Zoé-YT, à aller voir le site de Position Revue, aussi notre site onneveutplus.fr qu'on vous a présenté. N'hésitez pas à aller générer des visuels, coller des affiches. On ne veut plus de Charles Consigny, hein. Moi, je veux bien. Plus de Charles Consigny, exactement. N'hésitez pas à aller remplir aussi, si vous voulez, l'appel pour s'organiser, à rejoindre les différents réseaux qu'on vous met en lien, les boucles et tout ça. Et puis aussi, n'hésitez pas à donner sur notre Tipeee pour nous aider. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut. C'est la lutte finale.